28 000 femmes. C'est le nombre de gardiennes qui ont servi le Troisième Reich dans les camps de la mort. Pourquoi des citoyennes ordinaires sont-elles devenues des bourreaux? La réponse est simple. Le besoin de main-d'œuvre a surpassé l'idéologie. À première vue, des jeunes femmes souriantes sur des photos souvenirs. Mais en réalité, des tortionnaires de sang-froid. Sur les clichés d'époque, on voit « elles mangent des fraises, elles écrivent des lettres d'amour, elles rient entre collègues, une vie normale ». Pourtant, une fois l'uniforme enfilé, tout changeait. À l'intérieur des murs, elles participaient activement aux humiliations et aux exécutions. Les coups de fouet remplaçaient les sourires. Les cris des victimes devenaient leur quotidien. Les cicatrices laissées par ces femmes marquent encore l'histoire aujourd'hui. Tout commence en l'an 1933. Adolf Hitler prend le pouvoir. Son objectif est clair, effacer le chaos de l'après-guerre et reconstruire l'Allemagne. Il promet la prospérité. Mais derrière les discours se cache un plan radical. Le contrôle total de la société. La création d'une nation pure selon les critères nazis. Le régime s'insinue partout. Dans les écoles, dans les usines, dans les foyers. Les hommes rejoignent la Wehrmacht ou la police. Pour les femmes, le rôle est défini d'avance. Rester à la maison, élever les enfants et propager les valeurs du parti. La maternité est alors considérée comme leur seule mission sacrée. Mais la guerre change les règles. En l'an 1942, la situation bascule. Les forces allemandes s'épuisent. Elles combattent sur tous les fronts à la fois. Les plaines gelées de l'Union soviétique, le sable d'Afrique du Nord, les côtes de l'Europe de l'Ouest. Le pays manque de bras. Au même moment, le réseau des camps de concentration s'agrandit. Chaque jour, des milliers de nouveaux prisonniers arrivent par convoi entier. Les infrastructures saturent, les besoins en surveillance explosent. Il n'y avait plus assez d'hommes pour tenir les miradors. La direction SS doit trouver une solution immédiate. Le dogme de la femme au foyer s'effondre devant la nécessité militaire. Les bureaux de recrutement ouvrent leurs portes aux volontaires féminines. Le travail est présenté comme un service civil patriotique, un emploi stable, un bon salaire. L'histoire s'est accélérée à ce moment précis. L'an 1939. La SS lance une campagne de recrutement massive. L'organisation cherche des femmes pour gérer les camps de concentration. Des annonces paraissent dans tous les journaux locaux. Les bureaux de placement reçoivent l'ordre de trouver des candidates. Qui étaient ces femmes? La réponse est brutale. C'étaient des citoyennes ordinaires. Elles n'avaient aucune expérience militaire. Avant de porter l'uniforme, elles étaient infirmières, employées de bureau, institutrices ou ouvrières en usine. La plupart avaient entre 20 et 35 ans. Elles venaient de petites villes de province, loin des centres de décision. Certaines ont postulé pour l'argent. Le salaire était stable. Les conditions de vie étaient bien meilleures que dans le reste du pays en guerre. Mais pour d'autres, la motivation était le pouvoir. La société nazie imposait des limites strictes aux femmes. La SS leur offrait une issue. À l'image, une femme ajuste son calot devant un miroir. Elle boutonne sa veste grise. Pour la première fois, elle portait un uniforme. Elle pouvait donner des ordres. Elle faisait partie d'une machine puissante. Mais ce service à l'État masquait une réalité bien plus sombre. En enfilant l'uniforme SS, elles changeaient d'identité. Elles perdaient leur statut de citoyennes ordinaires pour devenir les rouages d'un système d'oppression. À première vue, un simple emploi de garde. Mais en réalité, une plongée dans la barbarie. Leur formation commençait à Ravensbrück. Le camp se situait à 80 km au nord de Berlin. Construit en 1939, juste avant le déclenchement du conflit, c'était le plus grand complexe de détention conçu spécifiquement pour les femmes. Les chiffres sont accablants. Plus de 130 000 prisonnières y ont été enfermées. Des femmes juives, des membres de la résistance polonaise, des femmes roms. On y trouvait même des enfants âgés de seulement 8 ans. La discipline était totale. La moindre parole contre un officier entraînait une arrestation immédiate. À l'image, les rangées de baraquements en bois sous un ciel gris. On entend le bruit des bottes sur le gravier. Les gardiennes apprenaient vite, le camp les transformait. L'entraînement à Ravensbrück allait faire d'elles des bourreaux. Les événements se sont accélérés. Une fois le processus lancé, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Ainsi a commencé l'intégration des femmes dans la structure de mort du Troisième Reich. 1939, c'est l'année où le camp de Ravensbrück ouvre ses portes. Des milliers de femmes y sont enfermées. Le motif? Être juive, s'opposer au régime ou simplement se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Le décor est fixe, des barbelés électrifiés, des miradors, des rangées de baraquements en bois sombre. À l'intérieur, les prisonnières s'entassent sur des planches brutes. La nourriture manque, le froid domine tout.
Pourquoi former des femmes à la violence? Le Troisième Reich a besoin de main-d'œuvre pour gérer l'horreur. Des centaines de recrues arrivent de toute l'Allemagne et des pays occupés. Leur mission? Apprendre à briser les autres. À l'image, des jeunes femmes en uniforme qui marchent au pas. La formation est courte, quelques semaines seulement. C'est le temps nécessaire pour effacer toute trace de compassion humaine. Les instructeurs martèlent une seule règle. Les prisonnières ne sont pas des êtres humains. Ce sont des ennemis de l'État. Les recrues apprennent le maniement des armes et l'art de donner des ordres secs. Elles s'exercent à punir sans aucune hésitation. À première vue, des citoyennes ordinaires, mais en réalité, des rouages de la machine de mort. Dorothea Binz domine le camp. Elle ne quitte jamais son fouet et son pistolet. À l'image, on voit Binz patrouiller entre les rangs. Elle frappe sans prévenir. Elle est le modèle à suivre. Les nouvelles gardiennes observent ses gestes. Elles copient sa démarche. Sous ses ordres, la cruauté devient une simple procédure administrative. Une erreur pendant l'appel ou un mot murmuré sans permission déclenche une pluie de coups. Le quotidien est un épuisement permanent. Les prisonnières travaillent du lever au coucher du soleil. Elles creusent des tranchées. Elles transportent des blocs de pierre massifs. Elles cousent des uniformes pour l'armée. On entend le bruit des pioches contre le sol gelé. Celles qui s'écroulent de fatigue ne se relèvent pas. Elles sont battues ou exécutées sur le champ. Pour tout repas, un morceau de pain rassis et une soupe à l'eau. Mais ce n'était que le début de l'horreur. Ravensbrück devient le centre d'expériences médicales brutales. Les médecins nazis utilisent les femmes comme du matériel de laboratoire. On leur brise les os volontairement. On injecte des bactéries dans leurs plaies. On teste des drogues expérimentales pour observer l'agonie. Sur les rapports, on voit des chiffres et des courbes. Dans les salles, les gardiennes maintiennent les victimes au sol. Certaines rient pendant que les médecins opèrent. La structure du camp s'étend rapidement. En l'an 1944, Ravensbrück dirige un réseau de 30 sous-camps. 1940, c'est l'année où le complexe d'Auschwitz sort de terre en Pologne occupée. À l'origine, ce n'est qu'une simple prison pour les opposants politiques. Mais le site change rapidement de dimension. Il devient la plus grande machine à tuer de tout le système nazi. Pourquoi ce lieu est-il devenu le centre de l'horreur? Les infrastructures expliquent la méthode. La réponse tient en 3 noms. D'abord, Auschwitz I. C'est le camp principal, le centre administratif. Ensuite, Auschwitz II, Birkenau. C'est ici que se trouvent les chambres à gaz et les fours crématoires. Enfin, Auschwitz III, Monowitz. Un camp de travail forcé où les prisonniers servent de main-d'œuvre pour l'industrie de guerre allemande. Sur les plans d'époque, on voit des kilomètres de barbelés électrifiés et des centaines de baraquements en bois. À la fin de la guerre, le bilan est terrifiant. 1 100 000 personnes ont été assassinées. La majorité des victimes sont des juifs. Les causes de la mort sont multiples. Le gaz, la faim, les épidémies ou l'épuisement total. Mais le système ne reposait pas uniquement sur les hommes de la SS. Entre 1942 et 1945, environ 200 femmes occupent des postes de pouvoir. On les appelle les Aufseherinnen. À l'image, des femmes en uniforme gris et bottes noires. Ces gardiennes surveillent les détenus et supervisent les travaux forcés. Elles participent activement aux sélections sur le quai de gare. Elles ne sont pas là par hasard. Leur formation est spécifique. On leur apprend à nier l'humanité des prisonnières. Elles portent des fouets ou des pistolets à la ceinture. Le quotidien est marqué par les hurlements et les insultes. La violence est systématique. À la moindre hésitation, les coups pleuvent. La privation de nourriture devient une arme de contrôle. Les gardiennes appliquent les ordres avec une précision glaciale. À première vue, des fonctionnaires ordinaires, mais en réalité, des rouages essentiels de l'extermination. La situation s'est aggravée chaque mois jusqu'à la libération. Aucun retour en arrière n'était possible pour ces femmes. Elles ont choisi la cruauté comme règle de conduite. Les témoignages des survivantes sont formels. Le matricule tatoué sur le bras était leur seule identité face à ces gardiennes. L'histoire a retenu leur nom lors des procès. 22 juin 1943. C'est à cette date que l'horreur change de visage avec l'arrivée d'une nouvelle recrue au camp. La gare de triage est devenue le centre névralgique de leur quotidien. Les gardiennes supervisent chaque mouvement. Elles participent activement aux sélections sur la rampe. Les prisonniers sont divisés en 2 colonnes. À droite, le travail forcé. À gauche, la direction immédiate des chambres à gaz. Parmi elles, une figure terrifie les détenus, Irma Grez. Elle n'a que 19 ans lors de son affectation à Auschwitz, mais sa cruauté dépasse l'entendement, choquant même ses collègues de la SS.
Sur les images d'archives, on voit une jeune femme à l'apparence soignée, mais en réalité, une tortionnaire méthodique. Elle ne se contente pas de surveiller, elle agit. Grèze utilise son fouet sur les visages des femmes. Elle lâche ses chiens entraînés sur les prisonnières épuisées. Pour une simple erreur, elle force des groupes entiers à rester nus dans le froid glacial pendant des heures. Ses mains ne tremblent jamais. Aucun signe de remords n'est visible sur son visage. Elle semble tirer une satisfaction directe de la douleur qu'elle inflige. Au-dessus d'elle, la hiérarchie est stricte. Maria Mandel occupe le sommet de la pyramide. Elle est la surveillante chef de tout le secteur féminin d'Auschwitz. Mandel détient un droit de vie et de mort absolu. Lors de l'appel, elle marche lentement entre les rangées de femmes. Elle observe les corps. Elle pointe du doigt celles qui paraissent trop faibles ou malades. Ce geste signifie la mort. Les camions attendent déjà pour le transport vers les crématoriums. Pourquoi une telle efficacité? Parce que Mandel a transformé le meurtre en une routine administrative. Les historiens ont fait le calcul. Elle est tenue pour responsable de la mort de plus de 500 000 femmes. Elle impose également une mise en scène macabre. Elle crée l'orchestre du camp. Des prisonnières doivent jouer des instruments pendant que d'autres marchent vers les chambres à gaz. La musique couvre les cris. Mais ce n'était pas une exception. D'autres noms complètent cette liste noire. Theresa Brandl et Elisabeth Volkenrath se distinguent par une brutalité similaire. Elles frappent, elles humilient, elles éliminent sans hésitation. Le système fonctionnait sans aucun retour en arrière possible. Les corps étaient évacués dès la fin de la journée. 24 coups de matraque pour un bouton mal cousu. Brandl ne reculait devant rien. Elle frappait les détenus jusqu'à l'évanouissement pour la moindre petite erreur technique. À ses côtés, Volkenrath supervisait les sélections pour la chambre à gaz et les punitions corporelles. Elle a exercé sa terreur à Auschwitz avant de poursuivre ses méthodes à Bergen-Belsen. Comment expliquer une telle violence? La réponse est simple. Les gardiennes étaient en compétition permanente. Chacune voulait prouver sa supériorité. Pour elle, la moindre trace de pitié était une marque de faiblesse impardonnable. Sur les images d'archives, on voit des visages fermés, des uniformes impeccables. Mais derrière cette discipline, le pillage était systématique. Ces femmes volaient les bijoux, la nourriture et les vêtements des prisonnières. Elles utilisaient la faim et la peur constante comme outil de contrôle total. Le danger était partout. Un seul morceau de pain partagé pouvait coûter la vie à une détenue. Les gardiennes surveillaient chaque geste, chaque regard. Pour les femmes du camp, elles étaient le symbole pur de la terreur quotidienne. À l'écran, les survivantes témoignent. Elles craignaient davantage les femmes que les hommes. Leur cruauté était différente. Elle était plus personnelle, plus intime. Les gardiennes insultaient, moquaient et torturaient avec une précision chirurgicale. L'objectif n'était pas seulement de détruire les corps, il fallait briser la dignité humaine. Mais ce n'était que le début du réseau. La machine de mort ne se limitait pas aux barbelés d'Auschwitz. L'horreur s'est propagée à d'autres centres d'extermination, comme celui de Majdanek. Situé près de Lublin, en Pologne, Majdanek est devenu l'un des premiers camps de concentration libérés par les Alliés. On entend le bruit des bottes sur le sol gelé. La structure du camp de Majdanek était conçue pour une efficacité maximale. Les gardiennes y appliquaient les mêmes méthodes qu'à Auschwitz, mais avec une intensité renouvelée. La situation a empiré chaque jour. Les archives révèlent des faits brutaux. Les détenus étaient privés de tout, sous l'œil attentif de femmes qui avaient perdu toute humanité. Le système récompensait la violence gratuite. Le régime n'admettait aucune exception. Camp de Majdanek. C'est ici que l'extermination industrielle a commencé à grande échelle. Le site combinait le travail forcé et l'assassinat systématique dans un cycle de terreur ininterrompu. Pourquoi ce lieu était-il si redoutable? La réponse est simple. Chaque mètre carré était conçu pour déshumaniser. Les détenus devaient construire leur propre baraquement sous les coups. Ils creusaient des tranchées sous la pluie. Ils triaient les vêtements et les objets personnels de ceux qui venaient d'être exécutés. À l'image, des chambres à gaz capables de tuer des centaines de personnes en une seule session. Les cheminées du crématorium fonctionnaient sans pause, le jour comme la nuit. Parmi les gardiens, une femme se distinguait par sa violence gratuite, Hermina Bronsteiner. Elle ne se contentait pas d'obéir aux ordres, elle prenait du plaisir à la souffrance. Sur les enregistrements des témoignages, les survivants racontent. Elle traînait les femmes par les cheveux sur le sol gelé. Elle frappait du pied jusqu'à ce que les corps ne bougent plus. Elle hurlait sur les plus faibles pour les briser psychologiquement. Son surnom était la jument de Majdanek.
Ce nom venait du bruit sec de ses bottes sur le béton. Elle utilisait ses talons renforcés pour écraser les prisonniers qui s'effondraient pendant l'appel ou sur les chantiers. Elle était jeune, mais sa cruauté la plaçait parmi les figures les plus craintes de tout le complexe. À première vue, un simple matricule, mais en réalité, un bourreau de sang-froid. Elsa Erich, une autre gardienne, suivait la même logique de destruction. Elle exécutait les directives avec une précision chirurgicale. Elle ne montrait aucune hésitation. C'est elle qui supervisait les sélections sur la rampe d'arrivée. D'un geste de la main, elle décidait qui partait au travail et qui allait mourir immédiatement. Des hommes, des femmes et des jeunes enfants. Pour elle, ce n'était qu'une tâche administrative. Elle agissait avec un détachement total, comme si la vie humaine n'était qu'une statistique sur un registre de camp. Majdanek servait aussi de centre de transit pour l'Europe occupée. Des trains surchargés arrivaient chaque jour en gare. Les déportés pensaient être déplacés pour travailler dans des usines. La réalité était différente. La majorité ne ressortait jamais vivante de l'enceinte barbelée. Le personnel, hommes et femmes confondus, participait activement à cette mécanique. Il maintenait le fonctionnement de la machine de mort par une violence quotidienne et organisée. L'erreur était interdite pour les gardiens et la survie impossible pour les captifs. L'histoire s'est arrêtée là pour des milliers d'innocents. 1944. Le Troisième Reich recule sur tous les fronts. Les nazis déplacent les prisonniers vers l'intérieur du pays. Leur destination, Bergen-Belsen, un camp situé dans le nord de l'Allemagne. Pourquoi ce camp était-il différent? Au départ, c'était un centre d'échange pour prisonniers politiques. Mais avec la défaite qui approche, tout change. Bergen-Belsen devient un dépotoir humain. Les convois arrivent sans interruption. Des milliers de déportés épuisés descendent des wagons. À l'image, des ombres qui marchent à peine. À l'intérieur du camp, rien n'est prêt. Pas de nourriture, pas de logement isolé, pas le moindre soin médical. Les infrastructures saturent immédiatement. À première vue, un camp de détention, mais en réalité, un mouroir à ciel ouvert. La situation s'aggrave de jour en jour. En 1944, le désespoir est total. Les prisonniers gisent au sol, incapables de se lever. L'air devient irrespirable. Une odeur de putréfaction stagne sur des kilomètres. La faim modifie les comportements. Les détenus grattent la terre pour manger de l'herbe ou de l'écorce d'arbre. Ils avalent tout ce qu'ils trouvent pour survivre une heure de plus. Les maladies frappent sans pitié. Le typhus et la dysenterie se propagent dans les baraquements. Les corps s'entassent. Les gardes ne parviennent plus à enterrer les morts assez vite. Au milieu de ce chaos, la terreur reste organisée. Irma Grez arrive d'Auschwitz pour poursuivre ses exactions. À ses côtés, Elisabeth Volkenrath impose une discipline de fer. Les deux femmes frappent et humilient. À l'image, des uniformes impeccables face à des squelettes vivants. La souffrance humaine ne déclenche chez elles aucune réaction. L'erreur était interdite pour les détenus, mais la fin approche. Le régime s'effondre. L'ordre intérieur disparaît totalement. Les gardes SS abandonnent toute gestion. Ils cessent de distribuer l'eau. Ils ferment les dépôts de vivres. Ils laissent les malades mourir dans l'obscurité des blocs. Le 15 avril 1945, l'histoire bascule. Les troupes britanniques franchissent les barbelés de Bergen-Belsen. Les soldats s'arrêtent, pétrifiés. Devant eux, 60 000 survivants ressemblent à des spectres. Ils gisent au milieu de 10 000 cadavres abandonnés sur le sol. Le silence est interrompu par les cris des mourants. La libération vient de commencer. Mais pour beaucoup, elle arrive trop tard. Les corps ont été évacués de nuit. 1000 cadavres en décomposition. C'est la première vision des libérateurs en franchissant les barbelés. Le sol est littéralement tapissé de restes humains. L'air est irrespirable. Une odeur de mort s'accroche aux vêtements et à la peau. Pourquoi les soldats ont-ils reculé d'effroi? Ils avaient l'habitude du feu. Mais ici, le choc est visuel. Les médecins découvrent des survivants réduits à l'état de squelette. La plupart des détenus pèsent moins de 32 kilos. À l'image, des corps empilés comme du bois de chauffage. La libération de Bergen-Belsen marque un tournant. C'est l'une des premières fois que le monde découvre la réalité brute des camps nazis. Les caméras de l'armée enregistrent chaque détail. Chaque crime que le régime a tenté d'effacer est désormais gravé sur pellicule. Le vent tourne pour les gardiennes de la SS. Elles savent que les Alliés approchent. La panique s'installe dans les dortoirs. Sur les visages,
On voit la peur d'être reconnu. Elles ne sont plus les dominantes, mais des cibles. Les méthodes de fuite sont rapides. Certaines gardiennes brûlent leurs uniformes marqués de l'insigne SS. D'autres se coupent les cheveux courts ou déchirent leurs papiers d'identité. Elles essaient de se fondre dans la masse des réfugiés qui saturent les routes. À première vue, des victimes de guerre, mais en réalité, des bourreaux en fuite. Certaines utilisent des noms d'emprunt. D'autres affirment avoir été des travailleuses forcées. Dans les premières semaines, disparaître est facile. L'Allemagne est un champ de ruines. Des millions de personnes déplacées errent dans la confusion totale des zones d'occupation. Mais ce n'était que le début. Les Alliés ont déjà établi des listes de noms. La traque commence pour ramener chaque coupable devant un tribunal. L'histoire ne s'est pas arrêtée là.